Voilà, alors je vais juste vous présenter Marco Martella. Vous voyez, ce colloque est vraiment mini, on n'a pas de modérateur qui nous présente, donc Marco m'a un peu présenté, je le présente maintenant. Donc Marco Martella est historien des jardins, il est responsable de la valorisation du patrimoine vert du département des Hauts-de-Seine, donc des jardins et des parcs. En 2009, il a créé pour les éditions du Cendre la revue des jardins, qui est là. Tu vas la chercher ? La revue des jardins, une publication qui se propose d'explorer le jardin sous un angle existentiel, philosophique. Il est également le traducteur ou l'auteur d'un essai sur les arts des jardins, Le Jardin perdu. Voilà, la revue des jardins. C'est une revue très gentille parce qu'elle est petite et qui n'a pas d'image. Si on veut les images, on regarde ici et on va au site internet et on trouve les images. Et donc, c'est une belle invention. Ceci, c'est le retrait. Il y a peut-être 10 ou 11 auteurs. Le génie du lieu, très important. Et puis l'ombre. Mais il y a un petit point que je dois vous raconter de monsieur Marco Martella. Je crois avoir une bibliothèque de jardin qui n'est pas mal. Enfin, elle est très grande, mais enfin, elle est pas mal. Et alors, un jour, mon mari vient de Paris, il me dit, écoute, il y a un livre. Je t'ai apporté un livre, est-ce que tu connais ? Jorn de Précy. Jorn de Précy, Le Jardin perdu. Jorn de Précy. Non, j'ai jamais entendu. Écoute, Actes Sud, ça doit pas être mal. Il me donne le livre. Je lis le livre et je suis complètement ravie. Vraiment ravie. Et je me dis, mais c'est qui ce Jorn de Précy ? C'est très étrange. Je vais à Courson aux Journées des Plantes, deuxième acte, et monsieur Patrice Fustier, celui qui a organisé la Journée des Plantes, me dit, ah voici, tu connais Christina, il y a ce monsieur Marco Martella, il a une revue, c'est lui qui a écrit le livre de Jorn de Précy. Donc monsieur ne met pas son nom dans les livres. Et donc on connaît un Fernando Pessoa qui fait la même chose, et donc il a déjà 2 hétéronymes, ce qui confond le public. De toute façon, c'est lui. Cette fois-ci, on l'a lui-même. Et alors, je te passe la parole. Je te remercie d'être venu, vraiment du fond du cœur, parce que Marco est venu au premier appel et on a inventé tout cet ensemble avec beaucoup de joie. Ah oui, c'est vrai, d'accord, très bien. Merci beaucoup, merci Christine pour cette merveilleuse introduction et pour ton intervention. Je pense que dès cette première intervention, on est rentré vraiment dans le vif du sujet des jardins d'artistes. On a très bien vu dans les exemples que Christina Castelbranco nous a montrés, les liens, pas le lien, mais les liens multiples qui se créent dans ces jardins entre des artistes, le jardinage, le jardin qu'ils font, qu'ils dessinent et qu'ils entretiennent souvent eux-mêmes, et leur art. Le cas de Monet, c'est probablement le cas le plus, peut-être l'un des plus connus, je crois le plus connu, mais aussi parce que c'est le plus clair, le plus évident. Je pense qu'en partie, ça vient du fait que c'est de la peinture, et que la peinture donne à voir d'une manière assez évidente, assez claire, assez immédiate, ce lien entre, je disais, le jardinage et la création artistique. Et on voit, et on va le voir aussi dans le cas de Chateaubriand, sauf que Chateaubriand, c'est un écrivain. Et je pense que c'est peut-être plus difficile à saisir la subtilité du lien qui se tisse entre l'écriture et le jardinage, dans le cas de Chateaubriand. Mais il est assez fort, comme on va le voir. Donc on a déjà vu dans les exemples qu'on vient de regarder, enfin dans les explications de Christine, que le jardin, pour ces artistes, n'est pas tout simplement un lieu propice à la création, c'est vrai, évidemment. C'est un lieu dans lequel tous ces artistes, écrivains, peintres, musiciens, pouvaient se consacrer librement à leur œuvre, à la création artistique. Mais le jardin fournit aussi des motifs, on l'a vu très bien dans le cas de Monet. Monet qui lui-même plantait les plantes, les fleurs, et choisissait soigneusement les fleurs, la couleur des fleurs par exemple, ou la forme, la texture, par rapport à ses goûts personnels en matière de jardinage. Il aimait beaucoup le jardinage bien sûr, mais aussi par rapport
à ce qu'il allait en faire en tant qu'artiste, en tant que peintre. Parce qu'il allait peindre les nymphéas, par exemple. Toute la recherche sur la couleur des nymphéas qu'il plante dans les jardins d'eau, dans le lac qu'il aménage lui-même, se fait aussi par rapport à la peinture qui va naître. Les fameux tableaux, les nymphéas qu'on peut voir à Paris, au musée dans l'orangerie à Paris. Donc il y a ce jeu de renvoi très fort entre le jardinage et l'œuvre qui est liée au jardinage. Le jardinage influence l'œuvre artistique qui, à son tour, influence le jardinage. C'est un jeu presque sans fin, d'une grande richesse, d'une grande fertilité, et qui va se décliner dans tous les exemples. On en a vu déjà pas mal tout à l'heure, mais on va continuer à voir ces exemples. Comment chaque artiste vit ces jeux de renvoi entre jardinage, jardin et œuvre. Il y a une sorte de triangle, en fait, qui se fait entre l'artiste, sa vie, sa biographie, qui devient du coup très importante pour comprendre le jardin qu'il crée et son œuvre. Et donc il y a des liens, on va les voir surtout dans le cas de Chateaubriand, je pense, très forts, très charnels, existentiels, philosophiques, mais surtout existentiels, très forts entre l'œuvre artistique et l'œuvre du jardinier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jardin qui se trouve à la Vallée aux Loups, donc c'est pas très loin de Paris, on peut même y aller à pied si vous voulez. Si, il y a une coulée verte. Oh, il faut marcher, il faut aimer la marche. Mais moi, je l'ai fait plusieurs fois. Il y a une coulée verte, en plus, c'est assez agréable. Le département des Hauts-de-Seine a aménagé une coulée verte, donc une coulée, enfin, c'est un ancien chemin de fer planté, donc on peut le suivre. On est déjà dans un jardin et on arrive juste à côté de la Vallée aux Loups. Je vous invite vraiment à venir. Donc, encore une fois, les jardins, il faut les voir, il faut y être, il faut les traverser, il faut à la limite les toucher, les sentir, pour éprouver nous-mêmes ces liens très forts, physiques, sensuels, charnels que les artistes dont on parle, vivaient avec ces jardins. Alors là, je vous ai mis quelques images du fameux colloque dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était il y a un an, au mois de mai, presque il y a un an, jour pour jour. C'était à la Vallée aux Loups, donc première image de ce colloque. On voit pas Christina Castelbranco qui a parlé quand même. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas eu d'image. Mais bon, ça c'est pour rappeler ce lien que j'aimerais bien qu'on arrive à créer entre ces deux jardins, Frontera et Vallée aux Loups. Si différents, mais bon. On verra que peut-être qu'ils ne sont pas si lointains l'un de l'autre. Alors, pour les Français, Chateaubriand n'a pas de mystère. Tout le monde étudie Chateaubriand à l'école, on lit, on étudie, etc. Peut-être pour les Portugais, il est un peu moins connu, mais bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de sa vie. Il faut savoir juste qu'il a vécu une très longue vie, qu'il a été un témoin très important de l'histoire de France, de la dernière partie du XVIIIe siècle, Révolution française, l'Empire, Napoléon, et il a vécu jusqu'en 1948. Donc il a vécu aussi la première partie du XIXe siècle. Et là, ce n'est pas seulement un témoin, d'ailleurs, il a été un des acteurs de la vie politique française. Il a toujours entretenu des relations très difficiles, d'ailleurs, avec le pouvoir, qui lui ont causé pas mal de problèmes, d'ailleurs, mais c'est grâce à ça, grâce à ce problème, notamment avec Napoléon, on va le voir, qu'il a créé le parc de la Vallée aux Loups. Donc les effets n'ont pas été aussi négatifs que ça, finalement, de sa vie, de ses relations controversées avec le pouvoir. Mais je voulais juste faire un petit... donc c'est un peu un problème avec les historiens des jardins, avec les historiens en général, c'est qu'ils ont toujours besoin de remonter l'histoire pour y trouver des exemples précédents, etc. Là, on est en plein romantisme avec Chateaubriand, donc les jardins d'artistes commencent à se multiplier tout au long du XIXe siècle. Mais il y a des exemples très importants dans l'histoire de l'art des jardins, dont je vais vous parler de ça assez rapidement, mais ce n'est pas gratuit. Je pense que tout ce que je vais essayer de vous raconter maintenant en quelques mots, quelques exemples qui viennent de l'histoire sont très importants par rapport au jardin de Chateaubriand. On va voir de quelle manière. Donc là, on est à Rome, pas loin de Rome. Et c'est pas uniquement pour rappeler mes origines italiennes, mais c'est parce que Chateaubriand était très lié à Rome. Il a été ambassadeur à Rome, vous le savez peut-être, et il était très lié évidemment au monde classique, à la littérature classique, qu'il aimait beaucoup, qui l'a beaucoup inspiré. Mais parce que au IIe siècle après Jésus-Christ, on a cet exemple assez remarquable de premier jardin d'artiste, d'une certaine manière, proto-jardin d'artiste. L'empereur Adrien crée, pas loin de la ville de Rome, son paradis, son jardin personnel, qui était très loin de la vie politique. On va retrouver tout ça, en fait, quand on va parler de Chateaubriand. Loin de la vie politique, loin de l'histoire, donc il était l'acteur principal quand même, parce qu'il était empereur. Donc loin
problèmes politiques, de la guerre, des déceptions de l'histoire qu'il avait connues. Évidemment, vous avez peut-être lu le livre de Marguerite Yourcenar, Mémoire d'Adrien, qui raconte très bien, avec des bases historiques d'ailleurs très solides, l'histoire d'Adrien et de ce jardin en particulier. Donc c'est un jardin en retrait du monde, c'est un jardin dans lequel Adrien peut se consacrer à l'art aussi, parce qu'il était architecte, entre autres, à l'étude, à la philosophie, à la contemplation, à l'otium, qui est un des grands, des moments les plus importants dans la vie philosophique pour les Romains. L'otium opposé au négotium, donc la vie publique en quelque sorte. Et au cœur de la villa d'Adrien, il y a cet aménagement, enfin cette partie qu'on appelle aujourd'hui théâtre maritime. En fait, c'est pas un théâtre du tout. En fait, hein. C'était la partie la plus intime dans ces jardins, qui était déjà en lui-même assez intime. C'est un bâtiment qui était entouré par un canal, comme vous le voyez dans ce qui reste aujourd'hui. Et donc, si ces jardins, la villa d'Adrien, est une sorte d'île dans l'histoire, dans l'Empire, à l'intérieur de l'île de Jardin, il y a encore une autre île, encore plus cachée, encore plus intime, qui est cet espace dans lequel Adrien pouvait se consacrer justement à ses activités philosophiques et artistiques, loin de tout le monde. Et on va retrouver cette image de l'île, de l'eau, tout à l'heure, quand on va parler de Chateaubriand. Et Adrien, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il crée dans cette villa des installations, des aménagements paysagers, on dirait aujourd'hui, qui représentent les lieux de l'Empire qui avaient compté le plus dans sa vie privée, les lieux qui l'avaient marqué le plus. Donc le Canope qui renvoie à l'Égypte, Athènes, etc., etc. Donc il recrée son univers personnel, son monde, dans ce jardin qui devient en quelque sorte une sorte de miroir ou de biographie personnelle, de miroir de l'âme du créateur, donc du concepteur du jardin, donc Adrien, mais aussi une sorte de biographie qui est arrivée jusqu'à nous, quoi. Et Yourcenar en parle très très bien d'ailleurs. Un autre exemple plus tardif, là on est à la fin du Moyen-Âge, et on est en France cette fois, mais avec un poète italien, donc Pétrarque, qui a vécu une partie de sa vie, une partie importante de sa vie en France, dans le sud de la France, pas loin d'Avignon. Il a travaillé à la cour d'Avignon, qui était la cour de pape à ce moment-là, fatigué, lassé, dégoûté par l'histoire, par la vie politique, il se retire à un moment donné dans la nature, dans un endroit qu'on peut visiter encore aujourd'hui, à Fontaine-de-Vaucluse, dans le département du Vaucluse, magnifique. Il est très fréquenté aujourd'hui, justement, entre autres, à cause de la maison de Pétrarque, qui a été recréée dans ces lieux, mais qui était vraiment un endroit très sauvage. On peut le ressentir encore aujourd'hui. Et c'est ça qui attire Pétrarque. Donc, ce lieu de retraite au sein de la nature, devient un lieu propice à la création et qui permet à l'artiste de réaliser, d'incarner un idéal de vie, ou si vous voulez plutôt une vie idéale, donc loin de l'histoire, loin de la politique et tout près de la nature. Et Pétrarque fait des jardins. Et ça c'est assez important. Là, et en plus, là on est beaucoup plus que dans le cas d'Adrien, dans le jardinage, parce qu'il aimait bien le jardinage finalement. Il en parle dans une de ses lettres, des 2 jardins qu'il fait à côté de sa maison, près de sources de la Sorgue, de la rivière. Un jardin dédié à Apollon, un jardin dédié à Dionysos. Donc voilà, là on commence à trouver... Et évidemment, il écrit. Il écrit ses poèmes, il écrit beaucoup, il étudie. La nature permet, et ça on le retrouve tout au long de l'histoire des jardins d'artistes en Europe, c'est troisième élément, donc le jardinier, l'homme, l'artiste et la nature. Le troisième élément qui est la nature est très important. La nature, c'est du vivant. Et c'est ça, c'est la dimension organique, vivante, spontanée, libre de la nature, qui permet cet idéal de vie, qui fait en sorte que cet idéal de vie au sein de la nature puisse se concrétiser. Et on va les voir d'une façon plus détaillée dans le cas de Chateaubriand, qui en parle, qui l'explique très bien d'ailleurs. Et puis, bon, un autre exemple plus proche de Chateaubriand, mais qui a beaucoup compté dans la formation de Chateaubriand, c'est Rousseau, qui, d'une façon plus, en tant que philosophe et romancier aussi, a expliqué très bien comment la nature pouvait permettre à l'homme de s'éloigner de la civilisation et de l'histoire pour dans une retraite, dans un lieu de retraite, à l'intérieur duquel la création pouvait surgir plus librement, plus spontanément, sans les artifices, sans les contraintes, sans l'hypocrisie, disait Chateaubriand, de la vie
disons, de la culture, de la vie de la civilisation. Et là, on est dans un jardin qui se trouve pas loin de Paris, à Ermenonville, qui n'a pas été créé par Rousseau, mais qui a été créé en partie pour Rousseau, par le marquis de Girardin. C'est un parc absolument magnifique, le parc d'Ermenonville. Et dans ce parc, le marquis de Girardin, qui a été fortement inspiré par la philosophie de Rousseau, aménage la cabane du philosophe, dans laquelle Rousseau a été invité. Il a passé les derniers mois de sa vie dans ces lieux, justement dans ces lieux de retraite idéal, dans une cabane. Comme vous voyez, la présence de la nature et d'une nature qui se veut sauvage, libre, spontanée, est très très fort et très puissant. Et comme je vous le disais, on va retrouver ces éléments dans le cas de Chateaubriand. Ici, c'est une image assez intéressante, pas d'une grande beauté, mais bon, c'est une vision de Chateaubriand, donc de l'écrivain jardinier, de l'écrivain d'ailleurs presque paysan, vous voyez, avec ses sabots de paysan, en train de planter un arbre qui est très probablement un cèdre. Alors, Chateaubriand arrive à la vallée aux loups. Je vais vous lire rapidement ce passage. À la vallée aux loups, donc il y arrive en 1807. Pourquoi à la vallée aux loups? Parce que, donc, comme je vous le disais, il avait des problèmes avec le pouvoir. Il avait écrit un article publié dans le Mercure de France dans lequel il ose traiter Napoléon, qui était alors au sommet du pouvoir, de tyran. Donc, Napoléon lui fait savoir qu'il a intérêt à s'éloigner de Paris. Bon, ça, c'est un petit peu la légende. Là. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, si Chateaubriand était vraiment obligé de partir. On sait que depuis quelques années déjà, il écrit dans une lettre à Madame de Staël, par exemple, il cherchait un endroit où se retirer pour écrire au sein de la nature, un lieu sauvage, il dit dans une lettre à Madame de Staël. En tout cas, en 1807, il a le prétexte, il sent qu'à Paris, il n'est pas le bienvenu, il doit s'éloigner. Mais il ne va pas si loin que ça, comme je vous le disais, la vallée aux loups, c'est vraiment à quelques kilomètres de Paris, en fait. Mais c'était un endroit très bien préservé, très naturel. On avait le sentiment... Je vais peut-être vous montrer une image. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est après Chateaubriand, c'est plus tard au XIXe siècle. Mais on était à côté de la capitale, mais dans un endroit qui avait l'air d'être très éloigné, au fin fond de l'Auvergne. Il dit dans une lettre, j'ai l'impression d'être dans les montagnes de l'Auvergne, très sauvage, donc très très naturel. Voilà, donc on retrouve cette idée rousseauiste de l'éloignement de la civilisation et de la nature qui sauve et qui permet une renaissance pour l'artiste. Alors, il achète une propriété qui avait été créée quelques années plus tôt par un Parisien qui était assez... il n'y avait pratiquement pas de jardin, il y avait un verger. Je vais essayer de vous lire ce texte. Donc, il écrit... ça, c'est un passage de Mémoires d'outre-tombe. Et ça, c'est un livre, encore une fois, les Français connaissent très bien parce que bon, on l'étudie à l'école, mais c'est un des grands livres de la littérature française, mais très important par rapport à ce jardin. Les Mémoires d'outre-tombe, c'est une autobiographie que Chateaubriand écrit, qu'il commence à écrire à la vallée aux loups, qui répondra plus tard dans sa vie et qu'il continuera à écrire jusqu'à sa vieillesse, en fait, et qui ont ce titre assez étrange parce que dans son esprit, dans sa volonté, ces mémoires devaient paraître bien des années 40 ans ou 50 ans après sa mort. Donc c'est pour ça le mémoire d'outre-tombe. Donc le mémoire paraissent bien après la mort de l'auteur. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va voir les liens entre la vraie autobiographie, qui est ce livre, le mémoire d'outre-tombe, et le jardin qu'il va faire, qui est en quelque sorte une autobiographie que Chateaubriand nous a laissée. Donc je vous lis ce passage donc, de mémoire d'outre-tombe. Il y a 4 ans, qu'à mon retour de la Terre Sainte, j'achetais près du hameau d'Aulnay, donc à côté de Paris, dont les voisinages de Sceaux et de Châtenay, une maison de jardinier cachée parmi des collines couvertes de bois. Le terrain inégal et sablonneux dépendant de cette maison n'était qu'un verger sauvage, j'insiste sur ce mot, un verger sauvage, au bout duquel se trouvait une ravine et un taillis de châtaigniers. On va aller voir les châtaigniers. Cet étroit espace m'est paru propre à renfermer mes longues espérances. Les arbres que j'y ai plantés prospèrent. Ils sont encore si petits que je leur donne de l'ombre quand je me place entre eux et le soleil. Un jour, en me rendant cette ombre, ils protégeront mes vieux ans comme j'ai protégé leur jeunesse. Je les ai choisis autant que j'ai pu des divers climats où j'ai erré. Ils rappellent mes voyages et nourrissent au fond de mon cœur d'autres illusions. On est en plein romantisme ici. Vous voyez très bien ce que j'ai essayé de vous dire. Chateaubriand le dit bien mieux que moi. Le lien très fort
profond, humain, qu'il y a entre l'homme, l'artiste, écrivain, on est dans la littérature, hein, là, je vous ai lu un morceau de grande littérature française, et son jardin et les arbres, hein, le jardin referme ses espérances. Tout est dans les jardins. Et il aurait pu dire, comme Monet, mon plus grand chef-d'œuvre, les jardins. Et Monet, d'ailleurs, il a dit aussi, c'est assez important, il a dit dans une lettre, je crois, il dit « En dehors du jardinage et de la peinture, je suis bon à rien ». Et je pense que Chateaubriand aurait pu dire la même chose. Il y a vraiment, les deux choses sont presque équivalentes. Le jardinage, l'œuvre, le jardin et l'œuvre écrite. Et d'ailleurs, le lien avec le jardin, pour ces artistes, est souvent plus paisible qu'avec l'œuvre littéraire. Avec les Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand avait des relations assez complexes, assez torturées. D'ailleurs, il voulait les brûler. Il espérait que sa femme les brûle avant qu'elle le publie. Finalement, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors que le jardin, c'est serein. C'est vraiment... c'est beaucoup plus apaisé, la relation avec le jardin. Sans doute, sans ombre, sans tourment, en quelque sorte. Alors, il vivra une dizaine d'années ici, à peu près loin du monde. Je vais vous en parler tout à l'heure. Finalement, il y a pas mal de récits et pas mal de mythes et d'inventions dans cette image de l'artiste ensauvagé, un peu ours, dans sa retraite de la vallée aux loups. C'est un mythe qu'il a créé lui-même, Chateaubriand, y compris avec des passages comme celui-là d'ailleurs, mais aussi avec sa correspondance et avec les rumeurs qui circulaient. De son vivant, en fait, comme je vous l'ai dit, il a passé 10 ans à la vallée aux loups. Pendant qu'il y habitait, déjà ce jardin était mythique. Il y avait des artistes, des jeunes artistes comme Lamartine qui allaient voir, qui allait essayer de spionner Chateaubriand, jardinier, dans son jardin, qui s'introduisait en cachette dans les jardins dans l'espoir de le voir pendant qu'il plantait ses arbres ou qu'il écrivait sous ses cèdres, etc. Donc c'était un jardin mythique, mais lui-même il a alimenté le mythe de la vallée aux loups, et on va peut-être le voir, mais là c'est déjà un exemple assez clair. Il sera obligé de vendre la vallée aux loups. Et pour lui, c'est un grand déchirement. Là, il ne voulait pas le brûler, hein, comme il voulait brûler les Mémoires d'Outre-Tombe. Il aurait voulu le garder jusqu'à la fin de sa vie. Et la perte de la vallée aux loups, pour lui, il le dit dans le Mémoire d'Outre-Tombe, c'est la plus grande perte, l'une des plus grandes pertes de sa vie. Puis il y a eu évidemment tous les deuils de sa vie. Puis il a perdu beaucoup d'amis pendant la Révolution, beaucoup de gens qu'il aimait. C'est donc une grande perte, et... pourquoi il perd la vallée aux loups? Parce qu'il n'a plus d'argent, en fait. Il n'avait plus d'argent pour vivre. Il était retourné dans la vie politique à la chute de Napoléon, à l'époque sous le règne de Louis XVIII. Et encore une fois, il s'est remis lui-même un peu dans une position très difficile avec le pouvoir, parce qu'il a recommencé à critiquer d'une façon un peu trop forte, à haute voix, avec des articles, encore une fois. Donc voilà, il a été éloigné, il était devenu ministre, hein. Il a été éloigné encore une fois de la vie publique, mais là il n'avait plus d'argent, donc il a été obligé de vendre, sa propriété. Donc là on a vu cette image, hein, de la vallée aux loups, une image peut-être assez romantique, peut-être un peu voilà le jardin à l'époque de Chateaubriand. Là, donc, c'est une illustration qui vient de la description du nouveau jardin de France. C'est un des livres les plus importants du début du XIXe siècle qui devait illustrer la nouvelle mode des jardins en France. Et le jardin de Chateaubriand fait partie de jardins qui montrent les nouvelles tendances dans l'art de jardin en France. Vous voyez la maison, hein, la maison qui n'est pas la maison qu'il décrit dans l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, hein, parce qu'en fait il a refait. Vous voyez les frontons avec les cariatides, où on peut voir la signification de ces cariatides par rapport à l'histoire de Chateaubriand. Et on est dans un parc, disons à l'anglaise, paysager. Chateaubriand avait connu ces jardins paysagers pendant la Révolution française. Il avait émigré, comme beaucoup d'aristocrates. Je ne vous ai pas dit qu'il était aristocrate, donc il avait été obligé de quitter la France pendant la Révolution française. Et en Angleterre, il avait fréquenté ces jardins comme Stowe, il en parle dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Il avait sans doute étudié la composition de ces jardins, qui était assez nouveau pour la France. Hein. À la fin du XVIIIe siècle et encore au début du XIXe siècle, le modèle qui régnait dans les jardins français, c'était le modèle français, disons, le modèle du jardin formel, Versailles, pour faire un exemple, évidemment à l'échelle de jardins plus petits, donc un jardin très régulier, très géométrique. Là, on est dans un modèle plus d'origine anglaise, le jardin paysager, le jardin pittoresque, donc on est là aussi dans une dimension artistique très forte. Une autre image. Vous voyez dans cette image d'ailleurs que la vallée aux loups n'était pas si sauvage que ça, hein. Donc, il était très aménagé. Vous voyez des plantes
dans des caisses, dans le long de l'allée. Le jardin était très dessiné, très entretenu, très soigné. Il y avait aussi une petite vie mondaine. C'était pas quand même un endroit au bout un jardin vraiment au bout du monde, quoi. Encore une fois, il y a une part de mythologie dans les descriptions de la vallée Oulu. Là, vous voyez que l'élément le plus fort dans la composition de ce jardin, c'est cette grande perspective, cette prairie dessinée par Chateaubriand, qui se trouve devant la maison. Pour faire ça, il a fait de grands travaux quand même malgré tout. Il y avait une petite colline, une petite butte devant la maison, et il a écrasé, enfin il a enlevé cette colline pour avoir cette grande perspective. Alors il y a juste quelque chose qui ne ressemble pas au modèle des jardins paysagers anglais. C'est-à-dire que dans le modèle qu'il avait étudié en Angleterre, comme Stowe, etc., il y a toujours des ouvertures sur le paysage. C'est pour ça qu'on parle de jardin paysager. Le jardin ressemble au paysage qui l'environne. Ici, il n'y a aucune ouverture. On est dans un fond de vallée, très humide d'ailleurs, il y a beaucoup d'eau, il y a un petit ruisseau qui collecte les eaux. Il n'y a aucune percée sur les environs. Et ça fait partie justement de cet idéal de jardin clos, fermé, entouré par la végétation, par les bois, par les forêts, qu'on imagine sauvages et très étendues. C'est pas vrai, évidemment. Paris, c'est juste à côté, comme je vous le disais, et qui est vraiment, comme je le disais, une retraite. Le jardinier, l'artiste, est protégé par la nature. Aucune perspective, aucune vision de ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est un élément formel dans la composition du jardin qu'on peut lire encore aujourd'hui, fondamental. Chez Chateaubriand. Là, vous voyez un plan du parc un peu plus tard par rapport à l'époque de Chateaubriand. Donc là, vous voyez la maison qui est là, la grande prairie que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, et vous avez tout un réseau d'allées assez complexe quand même, hein, qui fait le tour dans les alentours de cette partie centrale et de la promenade principale qui était celle-là. Chateaubriand parle de sa promenade. Hein, le jardin, il appelle son jardin aussi ma promenade. Ici, il y avait un verger, comme vous le voyez. Les jardins, à l'époque, c'était vraiment, même à côté de Paris, c'était vraiment des petits mondes de domaines autosuffisants. Il y avait tout. Il y avait des animaux, il y avait une basse-cour, des chevaux, il y avait un potager, il y avait un verger. C'était presque autosuffisant. C'était encore l'époque où les domaines devaient être indépendants. Même à côté de Paris, on avait besoin de trouver tout sur place, quoi. Il n'y avait pas de supermarché dans les environs, quoi. Et puis, il y a toute la partie boisée que vous voyez autour de cette partie centrale. Alors, le jardin, aujourd'hui, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure s'il y a encore du temps. Le dessin du jardin est assez appauvri, en fait. Il y a juste la prairie centrale avec une allée qui fait le tour. Et c'est tout. Et on ne va pas retrouver la configuration du temps de Chateaubriand. On garde toute l'histoire successive du parc par rapport à Chateaubriand. Peu à peu, le jardin s'est simplifié d'une certaine manière. Voilà la maison de Chateaubriand. C'est la partie centrale de la maison donc, qui a été restaurée et retravaillée par Chateaubriand avec ses grandes masses de rhododendrons. Sûrement pas plantées par Chateaubriand. C'est un problème, mais je vous en parlerai à la fin quand même. Quelles plantes planter aujourd'hui? Parce qu'il y a encore des arbres qui ont été plantés par Chateaubriand, mais la plupart des arbres sont plus récents. Et on continue à planter. Qu'est-ce qu'on doit planter donc ça, c'est une question qui, pour les gestionnaires de jardins historiques, est fondamentale. Et on en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Donc là, une autre vision, un autre point de vue sur la maison, la prairie, qu'on laisse en prairie sauvage, entre guillemets, on tond une fois par an, parfois 2 fois par an. Il y a une partie un peu plus tondue devant la maison, à la fois pour accueillir des événements, des concerts, des réceptions, et aussi pour montrer au public que voilà, c'est pas un jardin abandonné, hein, c'est assez complexe. Hein, les gens n'ont pas forcément envie d'avoir des fleurs sauvages dans les jardins, donc on montre qu'il y a quand même une partie entretenue, donc il y a un concept, une idée de gestion derrière. D'ailleurs, c'est le paysagiste Gilles Clément qui avait proposé ce type de gestion de la prairie. Alors ici, vous avez la tour Velleda. Donc c'est le seul élément que Chateaubriand a conservé du jardin qu'il a acheté. Il existait déjà, mais il a rebaptisé ces petites tours Velleda d'après un des personnages de ses livres, Les Martyrs. Il écrivait dans cette tour, c'était son bureau en quelque sorte, au milieu du jardin. Autour du jardin, il a planté des arbres, des cèdres en particulier, et on verra à quel point le choix des plantes et des arbres en particulier est très important chez lui. Alors, Velleda, donc, je vous le disais, c'est une héroïne des Martyrs, un des chefs-d'œuvre de Chateaubriand qu'il écrit ici. Il commence le Mémoire d'Outre-Tombe à la vallée Oulu, il écrit les Martyrs, il écrit l'itinéraire de Paris à Jérusalem,
un autre chef-d'œuvre de son histoire, de sa vie d'écrivain. Et ici, donc, il réalise son idéal, sa vie idéale, donc d'écriture au sein de la nature, de création au sein de la nature. Il installe sa bibliothèque en bas, et de temps en temps, il sort faire du jardinage. Ah non, je n'ai pas mis, je suis désolé, je n'ai pas mis ce petit passage, mais je vous le lis. Je vous le lis, et je pense que c'est plus parlant de ce que je peux vous raconter. Un écrivain qui s'appelle Henri de La Touche, pas très connu, mais bon, qui fait partie de l'histoire de la littérature du XIXe siècle, quelques années après le départ de Chateaubriand, s'installe à la vallée aux Loups, attiré par la mémoire de Chateaubriand. Il écrit un livre qui s'appelle La vallée aux Loups, dans lequel de La Touche écrit, il parle de Chateaubriand, « On m'a dit qu'il commençait à 6 heures sa double journée de poète et de jardinier. Il quittait l'étude, donc dans la tour Velleda que je vous ai montré tout à l'heure, pour aller tenir de ses mains des jeunes cèdres dans la place qu'il avait fait ouvrir. Et après avoir exactement, autour des racines, appuyé la terre avec son sabot de paysan, vous vous souvenez de sabot de paysan qu'on a vu dans l'illustration au début, il revenait ranimer son âtre et reprendre cette plume qui donnait la vie à Eudore et la grâce à Simon d'Ossé, le personnage donc de roman de Chateaubriand. C'était Le Nôtre, Ovide et Robinson. Donc Le Nôtre, vous savez, c'est le grand architecte de jardin français qui a créé Versailles, Vaux-le-Vicomte, Chantilly, Saint-Cloud, etc. Ovide, poète de la nature, auteur de Métamorphose, donc un grand poète latin, et Robinson. Et Robinson, c'est Robinson Crusoe, c'est le personnage du roman qui était paru au XVIIIe siècle et qui raconte l'histoire de cet homme qui est très très loin de la civilisation et qui vit dans une sorte de paradis sauvage dans cette île perdue dans l'océan. Donc là, il le dit très bien de La Touche. Trois choses à la fois, le jardinier, le poète et l'homme qui s'est éloigné de l'histoire au sein de la nature. Et alors, je vous disais qu'il y a une partie quand même de mythologie dans cette image du poète qui vit tout seul comme un sauvage. Déjà, il ne vivait pas tout seul, il avait une femme dont il parle très très peu, malheureusement, sa femme Céleste. C'est un petit scandale quand même, et ça vaut le coup maintenant aujourd'hui d'en parler, parce que Chateaubriand ne dit pas l'importance que Céleste de Chateaubriand a eu dans la conception du jardin, en fait. Chateaubriand ne l'a pas fait tout seul, son chef-d'œuvre à lui. Il l'a fait avec sa femme. Et c'est pas très sympathique de la l'escamoter, de la cacher complètement. Mais elle se vendique un peu à ça. Elle se venge un peu à sa manière quand elle écrira ses mémoires après la mort de Chateaubriand, dans lesquels il dit non, j'ai vraiment joué un rôle très important. C'est vrai que Chateaubriand choisissait les arbres lui-même. Que ces arbres, on va voir de quelle manière, avaient un lien très fort avec son œuvre, avec sa vie, avec sa biographie. Mais, par exemple, tout le réseau d'allées dont je vous ai parlé, c'est moi qui les ai dessinés. Et donc c'est un travail d'architecte qu'elle a fait, pas un jardin le choix de fleurs à mettre dans les pots. C'était pas ça. C'était vraiment sans ce réseau d'allées, le jardin ne serait pas ce qu'il a été, quoi. Donc c'est un peu dommage. J'espère que peut-être elle nous écoute et elle sera contente qu'on rétablisse la vérité historique de ce jardin. Et bon, j'ai étudié en plus ces mémoires, donc du coup je sais à quel point ils ont été importants aussi pour les historiens, parce qu'ils nous donnent des indications vraiment très très importantes. Alors, il dit aussi, Chateaubriand, donc je reviens à Chateaubriand et toujours aux mémoires d'Outre-Tombe, pour dire comment il alimentait lui-même ce mythe du sauvage, du poète sauvage, dans la nature sauvage, etc. Il écrit dans le mémoire d'Outre-Tombe, « Tout chevalier errant que je suis, j'ai les goûts sédentaires d'un moine. » Et il appellera son jardin aussi ma thébaïde. Depuis que j'habite cette retraite, je ne crois pas avoir mis 3 fois les pieds hors de mon enclos. Et ça, c'est un peu faux quand même, il faut dire la vérité, parce qu'en fait, il sortait souvent de son enclos. Il avait déjà une vie mondaine, il allait voir ses amis châtelains, il avait des liens très forts avec le domaine de Méréville. Ceux qui connaissent un peu l'histoire des jardins de France connaissent ce merveilleux parc de Méréville, un des premiers parcs paysagers de France, qui avait été créé quelques années plus tôt, juste avant la Révolution française, un des premiers parcs à l'anglaise, donc. Il allait voir des jardins, il allait voir ses amis, et il allait voir aussi ses maîtresses.
Encore une fois, Céleste, elle avait du mérite, cette femme, parce qu'elle savait en plus que Chateaubriand avait une vie. C'est pas des potins que je vous raconte là, c'est très important. On va voir de quelle manière la vie amoureuse de Chateaubriand a un lien avec l'histoire de Jardin. Il allait voir ses maîtresses. À Méréville, il y avait Nathalie de Noailles, grande femme aristocratique de l'époque, femme du propriétaire du jardin de Méréville, le marquis de Laborde, qui était une des maîtresses de Chateaubriand. Une autre maîtresse très connue, c'est Claire de Duras, un écrivain qui était aussi châtelaine, qui avait aussi un château très important. Il y a tout un réseau, on va voir, de châteaux, de plantes, d'échanges érotiques, botaniques, et qui font partie de l'histoire de ces lieux, qu'il faut comprendre, qu'il faut étudier pour comprendre comment ces lieux sont nés. Mais Chateaubriand aimait raconter justement qu'il vivait comme un moine. Il y a aussi un autre passage que je vous ai écrit, toujours de mémoire d'outre-tombe. Il dit: on racontait à Vienne, il y a 2 ou 3 lustres, que je vivais tout seul dans une certaine vallée appelée la vallée aux loups. Ma maison était bâtie dans une île. Vous vous souvenez d'Adrien et de l'île, de son petit édifice, bâtiment entouré d'eau dans une île. Lorsqu'on voulait me voir, il fallait sonner du corps au bord opposé de la rivière. Encore une fois, là on est en plein de romantisme. La rivière à Châtenay. Alors je regardais par un trou. Si la compagnie me plaisait, chose qui n'arrivait guère, je venais moi-même la chercher dans un petit bateau. Sinon, non. Le soir, j'ai tiré mon canot à terre et l'on n'entrait point dans mon île. Au fait, j'aurais dû vivre ainsi. Cette histoire de Vienne m'a toujours charmé. En fait, voilà, il avoue en quelque sorte que c'était pas vraiment qu'il y a une part de mythe, qu'il y avait un récit qui était colporté, mais qui lui-même nourrissait avec, par exemple, avec ce livre, avec les Mémoires d'outre-tombe, et avec d'autres témoignages écrits. Voilà. Donc en fait, il vivait pas du tout comme un moine, il vivait pas du tout. Mais c'est important de comprendre l'aspiration qu'il y avait, qui était sincère évidemment, qui était très forte, qui était sincère et puissante et fertile pour son activité d'écrivain, du jardin retraite, du jardin thébaïde, du jardin désert, du jardin comme désert, comme refuge, comme lieu de fuite hors du monde, comme le dit Thomas Mann dans la montagne magique. J'espère que je ne suis pas trop long. Alors, je vous disais que ce jardin, la vallée aux loups, est une sorte de miroir. Il le crée, il le bâtit consciemment comme une sorte de miroir de son âme, ou comme une biographie qu'il lègue, au même titre que les Mémoires d'outre-tombe, pour la postérité. Il y a plein de signes, il y a plein d'éléments dans les jardins qu'on peut voir encore aujourd'hui qui rappellent la vie de Chateaubriand et qu'il crée justement pour rappeler des moments de la vie de Chateaubriand. Là, on est en plein romantisme, encore une fois, le lieu, le paysage est un reflet de l'âme du héros romantique qui, en l'occurrence, est Chateaubriand lui-même. Dans le fronton, là, vous voyez les cariatides qu'il installe dans l'entrée de sa maison. Le corps de cariatide viendrait, d'après ce que Chateaubriand dit, d'Athènes. Il y a d'autres éléments. Dans la tour Velleda, vous vous souvenez, la petite tour au milieu de bois, il y avait des éléments du décor en plâtre qui viennent du jardin de l'Alhambra en Espagne, qu'il avait beaucoup marqué lors de sa visite en Espagne. Il y avait aussi dans son bureau, donc dans la tour Velleda, il y avait des petites bouteilles dans lesquelles il avait récolté l'eau du Nil en Égypte et l'eau du Jourdain en Terre Sainte. Alors, ce sont des lieux qui avaient compté beaucoup, des lieux dans lesquels il avait voyagé et qui font partie à la fois de sa biographie et de son œuvre écrite qu'on retrouve dans ses livres. Pas seulement dans le Mémoires d'outre-tombe, mais par exemple dans par exemple l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Alors, donc je saute toute la partie promenade qui est très importante en fait. Comment Chateaubriand aménage sa promenade, comme il appelle le jardin, et comment au fur et à mesure de la promenade, encore aujourd'hui, j'insiste sur ce point, et là il a réussi son coup en quelque sorte Chateaubriand, parce que ça marche encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, au fil de la promenade, on retrouve les éléments de la biographie de Chateaubriand. De la vie de Chateaubriand. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans l'art du jardin depuis longtemps. Versailles lui-même, on peut lire le jardin de Versailles comme une sorte de biographie, une mise en scène de la vie, de la figure du personnage du roi Soleil, avec toute la mythologie solaire à travers les fontaines, la statuaire. Et ici, dans le cas de Chateaubriand, je vais un peu vite, je me rends compte, mais bon, ce ne sont pas des statues, ce ne sont pas des fontaines, ce ne sont pas des édifices, ce ne sont pas des fabriques, comme on disait dans les jardins paysagers anglais, ce sont les arbres qui donnent à voir, qui portent la biographie
qui illustre et qui donne à voir la biographie de... Alors, vous vous souvenez dans un petit passage que je vous ai lu au début, Chateaubriand dit « Je les ai choisis, mes arbres, en fonction de mes voyages, des lieux qui avaient compté le plus dans ma vie. » Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Alors, il faudrait faire une liste maintenant des arbres, mais par exemple, autour de la tour tout autour de la tour Velleda, aux abords de la tour Velleda, Chateaubriand a planté des cèdres du Liban. Alors, dans la tour de Velleda, il a écrit l'itinéraire de Paris à Jérusalem, donc il parle de la découverte de la Terre Sainte, et tout autour, il avait planté des cèdres du Liban qui rappelaient le paysage de la Terre Sainte. Vous voyez les liens, les reflets, les renvois qu'il y a entre le jardin, le jardinage, le paysage qui se crée à l'intérieur du jardin, et l'œuvre littéraire, et la vie, et la biographie de l'auteur. Là, par exemple, voilà, vous avez un cèdre du Liban, planté par Chateaubriand, qui est encore là, absolument magnifique. On ne voit pas l'échelle, on voit quand même le banc qui est au pied de l'arbre, et vous voyez donc du coup l'échelle de ce merveilleux cèdre du Liban, qui fait partie donc des arbres qu'on conserve de son époque. Il y avait il y avait le pain de Jérusalem, ce qu'il appelle le pain de Jérusalem, c'est-à-dire le pain d'Alep, qui lui rappelait la Terre Sainte. La Syrie aussi. Il y a des plantes qui rappellent la Grèce, le platin d'Orient, qui évoque la Grèce, qui avait aussi compté beaucoup dans l'itinéraire, dans la vie, dans l'existence et dans les voyages de Chateaubriand. Et il y a aussi des plantes, beaucoup d'arbres d'ailleurs, qui rappellent les États-Unis, la forêt américaine. Chateaubriand, pendant la Révolution, pendant la période où il était hors de France, il a beaucoup voyagé dans l'est des États-Unis, dans le sud-est des États-Unis. Il avait été fortement fasciné par les forêts sauvages qu'il a découvertes là-bas. Et certains des arbres, comme les magnolias, comme le cyprès chauve, les taxodium par exemple, qui vient de Louisiane, et le cyprès du Virginie, le cèdre de Virginie, c'est-à-dire le Juniperus virginiana, rappellent donc ces paysages boisés, qui renvoient en même temps, pas seulement à la biographie de Chateaubriand, mais aussi à son œuvre. Son premier grand roman, son premier succès littéraire, que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Atala, se passe, publié en 1801, je pense, se passe dans les forêts américaines. Donc voilà, la forêt, ces arbres-là, qui faisaient revivre à la fois les paysages du passé, des voyages, et l'œuvre littéraire de Chateaubriand. J'insiste beaucoup sur ce point, parce que c'est vraiment le point fort de Ça, c'est un marronnier, sans doute planté par Chateaubriand. Voilà le cèdre de Virginie, il appelait ça le cèdre de Virginie, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un cèdre de Virginie, donc on pense que c'était, comme je vous le disais, un Juniperus virginiana. Alors il y a tout un problème pour nous de comprendre vraiment quels sont parfois il appelait les plantes avec des noms qui ne sont pas les noms scientifiques. Alors il parle par exemple du chêne d'Armorique. Qu'est-ce que c'est le chêne d'Armorique? En fait, on pense que c'est un Quercus robur. Mais bon, alors là aussi, le chêne d'Armorique, vous savez que l'Armorique, c'est la Bretagne, en fait. Chateaubriand vient de là-bas. Donc, ces arbres-là, donc ces vieux chênes, évoquaient le premier paysage de la vie de Chateaubriand, les forêts de Bretagne, autour du château de Cobourg, où il avait joué quand il était enfant, où il avait découvert la nature. Il a recréé, avec le geste du jardinier, dans son jardin. Donc, tout son paysage, comme chez Adrien, à la Villa Adriana, ressurgit grâce au jardinage autour de lui. Ici, je vous ai dit, le jardin de Chateaubriand, c'est la vallée aux loups, c'est un peu le pendant de Mémoires d'outre-tombe. Le Mémoires d'outre-tombe, c'est une autobiographie, donc une œuvre littéraire dans laquelle Chateaubriand se donne à la postérité, et la vallée aux loups, c'est le jardin qui a la même fonction en fait, raconter la vie de Chateaubriand pour lui et pour nous, encore aujourd'hui. Mais il y a une grande différence entre un livre et un jardin, évidemment. Et ça, Chateaubriand, qui était un jardinier, un vrai jardinier, vous le savez très bien. Un jardin, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un tableau comme chez Monet. Et on ne peut pas se limiter à conserver un jardin comme on peut conserver un tableau dans un musée. Le jardin, c'est de la nature, c'est organique, c'est de la matière vivante et périssable. Aujourd'hui, on a quelques arbres dont on est sûr qu'ils ont été plantés par Chateaubriand, et on a aussi des arbres dont on ne sait pas du tout s'ils ont été plantés par Chateaubriand, et surtout on a des arbres qui meurent. Alors là, vous savez peut-être qu'en 1999, il y a une grande tempête en France qui a été un événement traumatique
pour tous les jardins historiques, et pas seulement les jardins historiques, surtout pour les jardins historiques parce qu'il y avait de vieux arbres, il y a eu, ça a été un événement catastrophique dans la plupart des jardins historiques de France. Et chez nous, à la Vallée-aux-Loups, on a eu de gros problèmes en 1999. Par exemple, ici, vous le voyez, là, l'image n'est pas très jolie. Vous avez à terre, vous avez un cèdre du Liban, planté par Chateaubriand, qui est tombé à cette occasion-là, à cause du vent très très fort de la tempête. En tombant, il a abîmé d'une façon qu'on ne pouvait pas rattraper, en fait. Cet arbre-là, dont vous voyez uniquement le tronc, c'est un hêtre pourpre. Un hêtre pourpre, sans doute planté par Chateaubriand lui-même, et qui lui aurait été donné par Nathalie de Noailles. Vous vous souvenez, Nathalie de Noailles, sa maîtresse, Nathalie de Noailles, qui lui avait donné beaucoup d'arbres qui venaient du parc de Méréville. Je vous ai parlé de ces échanges botaniques. Donc voilà, on a été obligé après d'abattre le hêtre pourpre, qu'on a replanté, évidemment, tout de suite après, quelques années après. Là, vous voyez la partie boisée qui prend de plus en plus d'ampleur. Vous voyez, le jardin, maintenant, ressemble beaucoup plus à l'idéal de lieu sauvage qui faisait rêver Chateaubriand, en fait, parce qu'il s'est ensauvagé et on essaie de le garder dans cette dimension sauvage. Même si, dans cette partie boisée, je pense qu'on va l'éclaircir, on va peut-être faire reculer un petit peu les boisements qui avancent vers la prairie centrale qui est là. Là, vous avez un châtaignier. Là, dans un des passages que je vous ai lu tout à l'heure, Chateaubriand parle de châtaignier qui était déjà sur place. Il n'y avait que des châtaigniers, dit-il. Ça, c'est probablement un châtaignier qui était déjà là. Donc, c'est une mémoire d'avant l'arrivée de Chateaubriand. Alors voilà, donc c'était la dernière image, j'ai pratiquement terminé. Alors les questions qui se posent pour nous aujourd'hui sont effectivement qu'est-ce qu'on fait de ce jardin? Justement, on ne peut pas les conserver, c'est un jardin de mémoire, c'est un jardin littéraire, ça ressemble à une œuvre littéraire, ça reflète aussi, c'est le reflet aussi d'une autre œuvre littéraire, donc les Mémoires d'Outre-Tombe. Mais comment on le fait vivre? On ne peut pas les conserver uniquement, un jardin, on ne peut pas se limiter à faire de la conservation, parce que comme je vous le disais, c'est du vivant. Alors, comment on le fait vivre déjà sur le plan botanique? On le fait vivre en plantant le plus possible. Alors, on n'a pas de plan de plan du jardin, de plan de plantation du jardin. Il y a juste les passages de Mémoires d'Outre-Tombe, quelques lettres, quelque chose qu'on sait grâce à la correspondance, grâce aux Mémoires de Céleste de Chateaubriand, qui nous raconte par exemple qu'il y a un magnolia à fleurs pourpres que Chateaubriand avait reçu de main de l'impératrice Joséphine. Il était allé lui-même à la Malmaison. Vous connaissez peut-être le jardin de la Malmaison, qui n'est pas vraiment à côté, mais qui est en région parisienne. Il était allé à la Malmaison recevoir en frac, habillé pour ce grand événement, quoi. Il y a des échanges. Vous savez que Joséphine était une passionnée de botanique et d'horticulture. On est au début de la grande époque de l'horticulture française au XIXe siècle. On découvre toutes ces plantes qui continuent à arriver surtout des États-Unis, d'ailleurs d'Amérique, mais aussi d'Asie. Et ces arrivées vont s'intensifier de plus en plus. Et donc, ce sont de nouveautés. Et ces gens-là échangent ces nouveautés. Alors, un magnolia à fleurs pourpres, il n'y en avait pas en France à l'époque. Il y en avait deux, à la Malmaison. Et Joséphine ont fait cadeau au grand écrivain Chateaubriand, qui va le chercher avec sa femme Céleste. Donc, voilà. Et on le replante. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un magnolia à fleurs pourpres. Voilà le problème. Donc, on pense que c'est un magnolia liliflora. Mais il y a plusieurs variétés. Alors, laquelle choisir? Donc, nous, on a choisi une variété, un cultivar qui s'appelle Nigra, pour s'apercevoir après, en faisant des recherches un peu tardives, que le magnolia liliflora nigra n'existait pas, probablement, du temps de Chateaubriand. Voilà, donc ce sont les problèmes auxquels on est confronté quand on gère des jardins dans lesquels les variétés botaniques, c'est très important. C'est pas juste un élément du décor, du paysage, parce que c'est vraiment lié à une biographie, à un choix très précis de la part du jardinier artiste. Voilà, et puis voilà, il y a d'autres éléments, des informations utiles, mais on n'a pas de plan précis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend à la fois les plantes qui sont citées dans les œuvres de Chateaubriand par rapport à la Vallée-aux-Loups, et aussi des plantes qui sont citées dans ses romans, dans ses œuvres. Notamment donc les plantes américaines dont il parle dans Atala. Voilà, on essaie de faire mieux, on essaie en fait de faire ce que Chateaubriand aurait fait, puisqu'on a compris la démarche de Chateaubriand, il en a assez parlé, il a expliqué comment il s'y prenait.
on essaie de faire ce qu'il faisait, en fait. On plante les arbres qu'on trouve dans ses œuvres et qui rappellent aussi ses voyages. C'est une grande responsabilité. Évidemment, on commet des erreurs. Mais on a des très bons jardiniers, vraiment, on a des jardiniers qui ont parfaitement compris l'histoire de Chateaubriand. En plus, c'est une histoire assez simple, assez parlante. Et je trouve que c'est, je disais, une réussite de la part de Chateaubriand de nous avoir légué un jardin qu'on peut, encore aujourd'hui, lire comme il voulait qu'il soit lu, comme il voulait que ce livre soit lu. C'est vraiment une grande réussite de la part de cet auteur. Et c'est un jardin qui n'a... Vous l'avez vu, il est très beau, mais il n'y a pas d'architecture exceptionnelle. C'est juste la dimension intime, romantique, personnelle, existentielle qui fait la force poétique, encore aujourd'hui palpable, dans ce jardin que je vous invite donc à visiter. Et j'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie de votre attention.